T'es product owner, mais tu voudrais bien qu'on te laisse enfin vraiment la main sur le produit justement. Enfin, product owner, en fait, ça dépend de ce que ton entreprise ou ton management imagine ce que ça veut dire. Alors chez toi, c'est quoi? Ta mission de PO, c'est de rédiger les specs, voire, je cite, traduire les besoins du métier en solutions techniques, parce que... Tu comprends, les développeurs, ils comprennent rien au métier. C'est des geeks, hein. Ils veulent juste coder sur leur ordi toute la journée. De prioriser les demandes des clients et autres parties prenantes sans vraiment pouvoir les challenger, juste... Sors-nous la roadmap, hein. De fliquer l'équipe pour qu'elle délivre ce qu'on demande au plus vite. Bon, ça, c'était promis, là. On l'aura quand? Mais toi, tu sais très bien que tu pourrais avoir beaucoup plus d'impact en te focalisant sur le produit. Et franchement, ça te satisfait pas d'être bloqué dans un système pourri qui entretient les silos plutôt que de se concentrer sur la valeur réelle pour le business et pour les utilisateurs. Ouais, à chaque fois, on me demande qu'est-ce qu'on va livrer à la semaine près. Et on me laisse aucune marge pour améliorer l'existant ou simplement pour itérer jusqu'à faire la bonne solution. Ah le résultat, il est clair, hein. On livre des trucs, ça, ouais, on livre des trucs. Mais alors, ces trucs, ils servent à rien. Voilà, mais pourquoi on continue de faire ça, quoi? Ouais, hein, le product owner qui a pour responsabilité de maximiser la valeur produit, ouais, mon cul, ouais. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On va te montrer comment passer de l'animation de produit, voire du projet, à une vraie gestion et même au leadership produit en adoptant une posture de facilitateur mais qui agit plutôt que de simple intermédiaire. Tu vas pouvoir réellement décupler l'impact de ton produit aussi bien pour le business que pour les utilisateurs. Alors, pour vraiment vivre pleinement ton rôle et prendre la main sur ton produit, faut déjà comprendre pourquoi en général on place un ou une PO comme un intermédiaire supplémentaire entre les utilisateurs et les ingénieurs. Oui, Product Owner, on abrège souvent en PO pour éviter de se rappeler qu'il y a produit dedans. On va pas te mentir, c'est pas comme ça partout. Ce qui déjà en soi est plutôt bon signe, c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Maintenant qu'on a dit ça, si on regarde plutôt dans quel contexte ça arrive le plus souvent, ça va nous permettre de mieux comprendre pourquoi ça arrive. Parce que concrètement, c'est avant tout structurel. Ouais, dans les startups et dans les scale-up, on a souvent des product owners avec des responsabilités de product manager, ce qui correspond bien au vrai product owner, celui qui fait de la gestion de produit et pas juste de l'animation autour du produit ou du flicage. À l'inverse, dans les grands groupes, et puis encore plus dans les ESN qui placent des PO en régie chez ces grands groupes, c'est très courant d'avoir des PO qui servent d'intermédiaire avec leur équipe ou même de passe-plat, comme on dit souvent. Alors c'est pas pour autant le seul schéma possible. On a souvent des initiatives innovantes dans les grands groupes, des expérimentations ou des bulles d'agilité qui laissent place à une véritable approche produit. Au final, ce qui fait qu'on a un vrai product owner plutôt qu'un intermédiaire avec l'équipe, c'est avant tout l'existence ou non de silos au sein de l'organisation. C'est le schéma classique de la DSI qui sert d'agence interne pour livrer des fonctionnalités demandées par les métiers, où on garde bien le clivage traditionnel entre MOE et MOA sans réellement adopter une agilité au niveau de l'entreprise, où vraiment le numérique, ça devient un atout fondamental des métiers plutôt qu'une pièce rapportée. C'est triste à dire, mais c'est souvent ce qu'on voit. Du point de vue métier, on n'a pas compris à quel point le numérique devait être au cœur de comment on conçoit les métiers, justement. Et ça se reflète de la même manière du côté des techs qui font de la tech pour la tech, qui oublient qu'ils sont là pour répondre aux besoins métiers. Et dans ce type de contexte, où l'équipe elle-même est positionnée en exécutante, c'est pas surprenant que ce PO, je mets les guillemets, que ce PO, il serve d'intermédiaire pour conserver les anciens modes de fonctionnement. Et parfois même, régulièrement, dans ce type de contexte où il y a vraiment cette dynamique, cette opposition, quand l'équipe n'a pas de PO, c'est ce qu'elle demande. S'il vous plaît, donnez-nous un PO, quelqu'un de proximité qui pourra nous protéger, nous prémâcher le boulot. Même les développeurs eux-mêmes le demandent.
c'est pas comme ça partout, c'est pas le cas de tous les développeurs, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir à nombreuses reprises, hein. C'est ça le cœur du problème. Pour vraiment adopter une approche produit qui valorise les product owners, faut enclencher et surtout surmonter une vraie transformation en profondeur, ce que la plupart des grands groupes ne font pas. Trop dur, trop coûteux, trop risqué. Et c'est encore pire dans les sociétés de services, les ESN, qui préfèrent placer généralement des consultants plutôt qu'aider leurs clients à se réinventer. On se conforme au profil demandé en cherchant à ne surtout pas faire de vagues et surtout des consultants simples, qui ne froissent pas le client en voulant remettre le système en question, voire qui posent pas de questions. Voilà, ça c'est bien ça, les consultants qui posent pas de questions. Bon alors, est-ce que c'est grave d'avoir des product owners qui animent juste autour du produit sans être vraiment leader du produit? En fait, pas forcément. Enfin bon, nous, on pense que ça n'a pas trop d'avenir parce que sous la pression du marché, les entreprises demandent du ROI sur chaque intervention. Autant des ingénieurs qui doivent comprendre ce qu'ils font plutôt que exécuter bêtement, que des product owners qui doivent apporter autre chose que juste réécrire des besoins en termes techniques. Et ne parlons même pas de l'IA. Là, ce dont on parle, c'est de la réécriture, c'est de la reformulation. C'est typiquement les sujets sur lesquels les LLM, ils sont très pertinents. Le rôle de PO, qui serait qu'un intermédiaire, il va être aux premières loges des métiers qui seront remplacés par l'IA, quoi. Mais pour toi, si c'est ce dont tu as besoin en ce moment, que ça te suffit et qu'on ne t'embête pas à justifier ton impact dans l'organisation, c'est très bien comme ça. Tu peux couper la vidéo ici, bien sûr après t'être abonné et avoir mis un like sur la vidéo. Par contre, si ça ne te va pas comme situation, si tu es dans une période où tu veux aller plus loin, tu as besoin de plus, alors on te dit ce que tu dois faire maintenant. Ok, donc on te met en position d'intermédiaire sans vraiment te laisser la main sur le produit, parce que bon, sinon il faudrait changer profondément l'organisation, tout ça. Je comprends que ça te frustre, moi aussi ça me frustre, mais alors, vraiment. Mais alors comment est-ce qu'on peut influencer ça? Je te dis un truc, que ça reste entre nous, Tu peux monter en hauteur par rapport à l'équipe, tu peux reprendre la main sur le produit, au moins en partie. Pour y arriver, il faut vraiment que tu réussisses à détourner les conversations depuis ce qui est important pour le maintien du statu quo vers ce qui compte vraiment. Concrètement, parle d'impact pour les utilisateurs, mais aussi et surtout pour le business, au lieu de juste suivre la roadmap. Attention, ça doit être factuel et actionnable. Ta propre frustration peut t'amener à parler de valeur, comme si c'était un mot magique. Mais au final, ce mot-là, valeur, il aide personne au final. Évite par exemple de tenir ce genre de propos. Pour chacune de vos demandes, j'ai besoin de savoir quelle valeur ça apporte pour pouvoir prioriser ensuite. Ça marche pas. Valeur, c'est abstrait. Et ça regroupe tout un tas d'éléments qui sont difficiles à quantifier, comme par exemple l'image perçue de la marque. Sans même parler que chaque partie prenante, elle a ses propres objectifs, potentiellement contradictoires avec ceux des autres parties prenantes. C'est bien plus simple de te demander de fournir une roadmap de livraison de l'ensemble des fonctionnalités et puis de t'assurer que l'équipe tienne ensuite. Plus facile pour les parties prenantes. Donc, finalement, ce type de discours, il va entretenir le fonctionnement actuel qui est vraiment en silo. Dans ces conditions, c'est plutôt logique qu'on te demande de rester à ta place. Voici comment tu devrais plutôt t'y prendre. Avec l'équipe, on a identifié que le principal risque, c'est de réussir à bien implémenter le flux de travail des opérationnels sur le terrain. Donc bon, on va faire une première itération, max une semaine, pour valider qu'on a bien compris déjà et qu'on va pouvoir se faire challenger par les utilisateurs, justement, sur ce qu'on aura fait. Avec ces premiers tours, on verra comment faire évoluer progressivement la solution jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qui était prévu, itération après itération. Que c'est ça qui est important, d'atteindre l'objectif, pas de faire ce qu'on avait dit. Ouais, ok. Là, ça marche. Tu fais directement preuve de leadership, tu prends des initiatives, tu informes comment ça va se passer, en toute transparence, ce qui rassure, bien entendu. Et puis tu poses un jalon qui est suffisamment proche pour que le risque, il soit tolérable et qu'on puisse envisager réellement ce que tu proposes. Bref, tu ouvres le dialogue.
Le succès de l'agilité, c'est les gains concrets pour le business et pour les utilisateurs. C'est pas le bullshit. En tant que PO, c'est donc surtout à toi de mettre ça en place pour réussir ta mission et prouver les choses. On t'attend sur la roadmap de fonctionnalité. S'en sortir, c'est pas forcément simple à faire tout seul, même si c'est possible. Voilà plutôt ce que tu dois faire. Ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de la prédictibilité, voire de la vélocité détournée en indicateur de performance. Tu peux pas refuser ça en bloc sans proposer autre chose. Alors, mesure plutôt autre chose, le temps de cycle de l'équipe. Parle du délai pour répondre à une demande, plutôt que du nombre de points délivrés par sprint. Rends transparent le fonctionnement de l'équipe et tourne-le à ton avantage. Montre ce que l'équipe arrive à accomplir en quelques jours, jusqu'à ce que ça devienne naturel de prendre ces micro-risques en étant agile. Adopte une approche factuelle, posée, orientée amélioration continue, autant pour le produit que pour les processus d'équipe. Pars toujours de situations concrètes, mesurables et montre l'impact réel des améliorations. On a fait ça, voilà ce que ça a donné. Comme ça, tu gagnes le soutien aussi bien de l'équipe, qui parfois il faut montrer patte blanche pour récupérer un petit peu de confiance, que des parties prenantes. Nous, on a déjà suivi cette recette et on a remarqué qu'il y a un élément clé qui permet d'obtenir des résultats hallucinants. Et c'est grâce à ce truc en particulier qu'une product owner a pu montrer à son équipe que ses actions sont en lien avec l'objectif de l'entreprise. Et eux aussi ont compris pourquoi ils font certaines choses, ce qui a débloqué pas mal de communication. C'est aussi grâce à ce truc en plus que Léopold s'est assuré d'avoir des objectifs clairs en accord avec les attentes des parties prenantes pour guider l'équipe sans se planter. Et Nicolas, qui a approfondi les interactions entre l'équipe et les parties prenantes, faisant ressortir les incompréhensions et les suppositions cachées. Alors oui, on sait, c'est pas facile d'avoir de tels résultats. Ils ont eu ces résultats grâce à un truc simple. Faire partie d'un groupe de travail. C'est ce qui leur a permis d'être challengés, d'être suivis, d'être conseillés pour pas se contenter du statu quo, mais de faire vraiment bouger les choses. Pour avoir des résultats comme cette product owner, comme Léopold et comme Nicolas, nous avons fait un programme pour t'aider, pour développer ton intolérance à l'inaction. C'est le programme qu'ils et elles ont suivi et plein d'autres product owners ces dernières années avec nous. Notre parcours devient meilleur leader agile qu'on a découpé en différents modules que tu peux suivre à la demande et en fonction de tes besoins. Rejoins la prochaine session de la formation Mesurer, factualiser, fluidifier. On a complètement remodelé le format de cette formation pour un format de 3 jours intensifs avec des cours, des exercices, des ateliers à apprendre et à faire, des jeux de rôle pour se préparer, tout ça suivi par 12 semaines pendant lesquelles on te suit dans la mise en pratique, dans ta mise en pratique, dans ton contexte, que tu sois consultant ou employé. C'est un vrai groupe d'entraide qu'on mène. Constantin, Robin et moi bien sûr, mais aussi avec la communauté de tous les anciens élèves qui ont déjà suivi cette formation. Et évidemment, le reste de ton groupe de formation. Tout ce beau monde est réuni dans un espace privé exclusif. L'air de rien, ça fait plusieurs centaines de personnes. C'est une vraie opportunité de maximiser tes chances de réussite. On est certifié Calliope dans la catégorie action de formation. Et comme tout ce qu'on fait, c'est vraiment orienté impact et concret. Mets-nous en relation avec tes RH pour les financements par ton entreprise ou par les OPCO. D'ailleurs, même si tu es freelance, tu peux y avoir droit aux OPCO. Appelle-nous, voyons ça ensemble, qu'on voit comment tu peux financer et comment te faire profiter des OPCO. Le nombre de places est limité, alors ne tarde pas à t'inscrire. Clique ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans ?